Bienvenue sur En ça, le podcast présenté par moi-même, Malika. Ici, je te parle en ça, en vrai de vrai, en réel, bref, en toute transparence. Je partage mes réflexions brutes, mes expériences perso, les leçons que j'ai pu en tirer, mais pas que. En solo ou avec mes invités, on discutera du passage à la vie d'adulte et de tout ce que ça implique, en particulier pour nous, les jeunes Mahorais. Ok, on se retrouve enfin pour mon deuxième épisode. Si vous savez toutes les péripéties par lesquelles je suis passée, pour que vous puissiez m'entendre aujourd'hui là, c'est trop une dinguerie. En fait, j'ai commencé à enregistrer la semaine dernière, j'étais déterminée en mode ok, ça va plaire aux gens, tout ça, je fais mon script et tout. J'étais ready. Je commence à enregistrer, après j'étais fatiguée donc je me dis vas-y fais la première partie, tu fais la seconde et la troisième plus tard. Il n'y a pas plus tard, hein. Plus tard je suis tombée malade bien fort, bien dur. Un rhume tout bête là, mais qui s'éternise en fait. Depuis, ça passe pas. Vous entendez à ma voix, donc désolé. Je voulais pas enregistrer dans ces conditions au début, mais là, ça commence à durer et c'est bon. Là, je me saigne au gingembre depuis 3 4 jours. Je sens une amélioration, mais je pense que dans ma voix, ça s'entend toujours que je suis encombrée, donc désolé. Vous allez faire avec. Ok, donc le sujet du jour, c'est le retour au bled. Le retour au bled après avoir passé des années en Europe. C'est une décision qui soulève autant d'émotions que de questions, j'ai envie de dire, parce que déjà, c'est une grosse transition de vie. C'est un sujet qui va forcément revenir à plusieurs reprises, et c'est une question qu'on se pose déjà forcément lorsqu'on finit nos études en tant qu'ultramarin. Et même, c'est d'autant plus d'actualité, parce qu'après le cyclone, j'ai beaucoup vu des discussions sur le fait de revenir reconstruire Mayotte. Donc ça, c'est de la part des Mahorais qui vivent à l'étranger ou en France. J'entends souvent l'idée du retour chez soi comme une évidence ou une dette qu'on aurait envers notre pays d'origine, mais est-ce que en vrai rentrer, c'est réellement un choix que tout le monde doit faire ou que tout le monde est en capacité de faire? Ce podcast est là pour vous aider à réfléchir à cette décision, à réfléchir à ce sur quoi il faudra s'attendre et vous rappeler que rentrer chez soi, c'est pas juste tu prends ton billet et tu rentres quoi. Non, c'est une décision qu'il faut penser. Il faut se préparer mentalement, il faut se préparer économiquement. Ça peut être brutal pour certains, il faut le dire. Et je pense que plus on est informé, mieux on est préparé et on peut rentrer de manière durable. Moi, j'ai choisi de rentrer. Je vais vous raconter pourquoi et on en discutera sans filtre. Je vais aussi vous parler des ajustements que j'ai dû faire en revenant, puisque bon, je suis revenue chez mes parents après des années d'indépendance, c'est pas rien. Et de cette sensation qu'on a d'être à la fois chez soi, mais en même temps étrangère, parce qu'il y a toujours un petit décalage quand même avec ceux qui sont restés. Sans rentrer dans la sémantique du mot bled, c'est un mot qui nous parvient d'Afrique du Nord, c'est un mot arabe. Il y a plusieurs traductions de ce que j'ai lu, mais l'idée de base, c'est ton pays ou ta région d'origine. Pour d'autres, ça signifie aussi les campagnards, les personnes qui vivent dans les zones rurales, quoi. Aujourd'hui, quand on dit bled en France, on fait référence à un terme qui s'est beaucoup répandu auprès de la diaspora africaine installée en France, du coup. Typiquement, on parle de la deuxième ou troisième génération d'immigrés qui est installée en France métropolitaine depuis des années, voire ils sont nés là-bas, ils ont passé toute leur vie là-bas. En tout cas, ils y ont passé le plus clair de leur temps. Donc moi, dans mon contexte, j'ai grandi à Mayotte, avec la majorité de ma famille proche comme élargie qui est à Mayotte, qui s'y trouve toujours. Donc Mayotte, c'est un département d'outre-mer français. On a nos spécificités, certes, mais administrativement parlant, enfin sur tous les points, c'est un territoire français. Donc il y a beaucoup de questions qui ne se poseront pas pour moi. Par exemple, j'ai pas eu à gérer les démarches administratives de s'installer dans un pays étranger. J'ai pas eu à gérer le fait de quitter mes attaches en France pour un pays étranger, puisque du coup, ma famille était déjà ici. Et même si on parle de son pays d'origine, hein, parce que beaucoup l'oublient, mais que tu sois malien, sénégalais ou autre nationalité, qui a grandi en France, bah, même si tu as tes papiers d'identité de ton pays d'origine, quand tu retournes vivre là-bas ou quand tu vas vivre là-bas, tu arrives au bled en fait avec des problématiques de Français qui s'installent à l'étranger littéralement. Moi je me considère comme une blédarde. Donc il y a des questions peut-être qui se poseront pas, il y a des nuances aussi qui ne seront pas discutées dans cet épisode. Voilà, je tenais à le préciser quand même. Avant de vous parler de mon retour, du coup, je vais vous parler déjà de mon départ. Qu'est-ce qui a fait que j'ai quitté mon territoire d'origine? Je suis partie pour une poursuite d'études. Beaucoup partent pour les mêmes raisons. Ça peut être aussi pour une opportunité de travail, pour des conditions de vie meilleures ou tout simplement parce que leur état de santé ne permet pas un traitement à Mayotte.
Moi, en tout cas, c'était pour les études. On n'avait pas d'université à proprement parler quand moi j'ai eu mon bac en 2014. Maintenant, on a notre université depuis quelques années. Mais auparavant, c'était un CEFR et il y avait un nombre de formations qui était relativement limité, on va dire ça. Donc, j'ai eu mon bac en 2014. Je suis partie pour faire un DUT en technique de commercialisation à Saint-Nazaire, v'là le bled paumé. Mais figurez-vous que j'y ai rencontré des Mahorais et je me suis fait un petit groupe d'amis là-bas, pas mal. Donc bon, comme quoi. Et ensuite, j'ai poursuivi, après mes 2 ans de DUT, j'ai poursuivi en IAE à Poitiers. Euh, C'était du coup de 2016 à 2020. Donc j'ai eu mon diplôme l'année du Covid. Littéralement, quand j'ai vécu mon confinement, j'étais en plein stage de fin d'études. Et ouais, j'ai saisi la première opportunité de travail parce que j'avais très peur que le marché ne soit pas de notre côté au moment de sortir de cette crise. Donc j'ai accepté la première opportunité au Luxembourg en tant qu'auditrice. Quand je m'y suis rendue, j'avais prévu initialement à peu près 3 ans. C'est littéralement ce que j'avais dit à mes potes, j'y vais 3 ans, je regarde comment ça se passe et ensuite j'avise. Et dans les faits, je suis restée pile poil 3 ans. Ma situation au Luxembourg, c'était génial. Franchement, je vois pas comment je pourrais la qualifier autrement. Au niveau du confort, au niveau de la sécurité, le niveau de vie, c'est un pays qui regorge d'opportunités. C'est un pays très riche, très attractif pour les jeunes européens, voire d'autres pays d'ailleurs. On te propose un salaire assez intéressant en sortie d'école. Le SMIC qualifié, je crois qu'en 2020, il était à 2 000 euros. Donc moi, mon premier contrat que j'ai signé, Bac plus 5, j'étais à 2 000 euros, c'est quand même pas mal. Tu as ton salaire qui est indexé sur l'inflation, donc c'est-à-dire à chaque fois que l'indice d'inflation dépasse un certain seuil, ton salaire augmente automatiquement. En plus, j'avais accepté une opportunité dans un cabinet de ouf, c'était un Big Four. Bon voilà, aujourd'hui, mon opinion, elle a changé forcément par rapport au Big Four, mais c'était assez excitant quand je sortais de mon école, quoi. Je me dis, ok, là, je finis mon master et tout, je commence bien, quoi. Donc, ouais, tout y était, en fait, pour que je me sente bien. Après, forcément, c'est pas tout beau, tout rose. Le gros point noir, quand même, avec le fait de vivre au Luxembourg, c'était que le coût de la vie est élevé. Ça va de pair avec les salaires élevés. Donc, moi, je devais vivre en colocation, hein. J'avais quoi? J'avais un loyer de 930 euros. Quand j'ai commencé, hein, j'avais un loyer de 930 euros. Je vivais en colocation. J'étais pas trop éloignée du centre. Franchement, j'étais pas non plus en plein centre, mais j'étais pas loin. J'étais dans la ville en tout cas. Et j'avais 2 autres colocataires dans un tout petit appartement. Bon, c'était quand même bien. Ma chambre était bien. J'avais surtout ma propre salle de bain que je ne partageais pas. Ça, c'était un point important pour moi. Et après, bon, pour les personnes qui ne se voient pas mettre autant d'argent dans un loyer pour vivre en colocation, ce qui est normal, ils avaient toujours l'option de vivre à la frontière. Donc soit à la frontière belge, soit à la frontière française, soit à la frontière allemande. Voilà, beaucoup de mes collègues avaient recours à cette option. Concernant le travail, du coup, moi je connaissais un petit peu l'audit parce que j'avais fait un master en CCA, comptabilité, contrôle et audit. Et de toute façon, quand on est arrivé, on a tout de suite une formation de 1 mois avec les nouveaux, de la promotion du coup, et ça nous a permis de se mettre à niveau par rapport aux bases, etc. D'ailleurs, c'est ce qui m'a permis de rencontrer mon groupe d'amis avec lesquels j'ai fait mes 3 ans au Luxembourg. C'était pratiquement tous mes collègues, vraiment la grosse majorité, on était collègues, on a commencé ensemble en même temps. On était dans la même classe, c'était pas vraiment une classe, mais c'était le groupe de formation, quoi. Donc on a passé tout le mois ensemble, littéralement, et ça a permis de resserrer les liens, de faire connaissance. Et évidemment, je vous apprends rien, mais les noirs, ils sont mis à traîner ensemble. Les noirs du fond de la classe, là, ils sont tous mis à traîner ensemble. C'était drôle de voir ça. Bref, donc ouais, franchement, je vivais bien au Luxembourg, hein. J'avais une vie confortable, une vie sociale assez remplie. Sur tous les points, on va dire, je m'y retrouvais. Donc sur le papier, il n'y a pas de raison de rentrer, right? Sauf que après ma 2e saison d'audit, j'ai fait un léger burn-out. J'ai été arrêtée pendant 1 mois parce que vraiment j'arrivais plus à suivre, c'était trop intense. C'était difficile, hein, c'était vraiment difficile. Quand j'y repense, vraiment, je pense que j'ai dû faire part à mes parents, mais ouah, j'étais dans un état effrayant. Ça m'a profondément changé parce que c'était un traumatisme littéralement. Je suis quand même restée au Luxembourg. Je pense que j'ai pu prendre du temps pour moi et ça m'a fait malheureusement réaliser que j'étais quand même assez attachée au confort que m'offrait la vie là-bas. Donc je suis restée.
J'ai juste changé de cabinet et j'ai changé de métier aussi. Je voulais plus entendre parler de l'audit. Je suis passée consultante, donc je suis passée senior consultante dans un autre cabinet. Donc voilà, j'ai débuté en octobre, je crois, 2022, en tant que senior consultante en conformité. J'ai adoré. Franchement, j'ai rencontré une équipe super. J'étais dans une équipe de femmes. On avait 3 managers. On s'entendait hyper bien avec les filles. On était 4 juniors, je crois, si je ne me trompe pas. Ensuite, on a eu une alternante. Ensuite, on a accueilli de nouvelles personnes dans l'équipe. Mais l'équipe de base, c'était ça. Et d'ailleurs, alhamdoulilah, j'ai eu la chance d'avoir une très chère amie aujourd'hui. C'est une Mauricienne qui nous venait de Dubaï. Elle a rejoint l'équipe conformité juste avant le ramadan. Subhanallah, genre c'était vraiment... le timing était parfait. On a eu le temps de faire connaissance, tout ça. On s'est rendu compte qu'on était musulmane et tout. Enfin, déjà, on s'entendait bien, mais du coup, ça a resserré les liens directs. Et on a passé tout le mois du ramadan 2023 ensemble. D'ailleurs, c'est avec elle que j'ai été à la mosquée pour prier Tarawih pour la première fois. Et c'était trop bien. Donc ouais, mon ramadan 2023 était assez spécial. Ça m'a permis un gros recentrage spirituel. Enfin, en vrai, depuis le burn-out, j'avais profondément changé dans mes idées. Et je sentais en fait que j'étais plus la même personne. Il y avait beaucoup de choses que j'arrivais plus à faire. Typiquement, à ce moment-là, j'avais un peu effacé ma présence sur les réseaux sociaux. Je tweetais que sur mes comptes privés, je publiais que dans mes stories privées et tout. Enfin, j'arrivais plus en fait. Je pense que il y avait des choses qui me... Je pense que j'étais arrivée à un stade où je me rendais compte que je menais une vie qui me ressemblait plus trop. J'étais plus trop en adéquation avec ce que je faisais. Mon entourage était cohérent, mais je me posais des questions plus par rapport à moi, ce que je faisais, ce qui me faisait plaisir finalement. Et en fait, c'est ça. Je retrouvais plus de la joie dans les choses que je faisais habituellement. Moi, typiquement, en 2021, je crois, j'avais commencé une page de cuisine et tout. Je kiffais partager mes recettes, j'étais hyper active et tout. Ça s'est ravivé d'ailleurs quand j'ai fait mon burn-out. J'ai passé tout le mois à cuisiner. Ça m'a fait du bien. Et après ça, je sais pas, j'arrivais pas à m'y remettre. J'ai fait une grosse pause, vraiment, je cuisinais plus du tout. Je mangeais presque tout le temps dehors, j'achetais des repas tout faits et tout. Enfin, j'appréciais plus en fait. Sachant que bah moi la cuisine c'est un de mes passe-temps favoris, c'est quelque chose qui me fait vraiment du bien en toutes circonstances. Donc c'était bizarre que je ne m'y retrouve plus. Ça c'était l'un des premiers indicateurs. Le deuxième indicateur, ça a été par rapport à la religion. En fait, ça devenait de plus en plus flagrant que j'allais pas être en mesure de pratiquer comme je le souhaiterais, comme je devrais, en continuant à bosser là où je bossais et même en restant en Europe de manière générale. Parce que déjà, les prières au bureau, c'était un casse-tête. En fait, au début, on s'arrangeait avec, avec ma collègue dont je vous ai parlé juste avant. On s'arrangeait, on réservait des salles de réunion pour pouvoir prier ensemble. Et en fait, petit à petit, il commençait à durcir le règlement par rapport à la réservation des salles de réunion. Vraiment, on était discrète et tout. Et je vois pas comment ils pouvaient se rendre compte qu'on y allait pour prier, mais bref, il y a eu ça. Et ensuite, moi, j'ai naturellement décidé de couvrir mes cheveux. Donc, je mettais toujours un foulard. Je crois, ouais, c'était juste après le ramadan d'ailleurs, quand je suis revenue de Dubaï. J'étais en mode, mais moi, j'étais trop à l'aise à Dubaï. Je m'habillais mastoul et tout. J'étais couverte. Et je me sentais trop bien. Pourquoi est-ce que je pourrais pas continuer à le faire en Europe? Donc, quand je suis rentrée, ben, j'ai continué à porter mon foulard. Je portais que mes chemises manches longues, tout ça. Enfin, mastoul, quoi. Donc, moi, je commençais à me sentir de nouveau bien, mais pas tout à fait. Et genre, 3 mois après, ouais, 3 mois après le début de Ramadan, on convoque, les RH me convoquent parce que elles avaient des inquiétudes par rapport à mon port du foulard, qui avait été signalé par soi-disant d'autres employés. Enfin, c'est une longue histoire, hein, je sais pas si je vais en faire un podcast. Bref, en tout cas, ils commençaient à me faire un pressing là-bas. Et moi, à ce moment-là, en fait, j'étais déjà en train de partir. Dans ma tête, j'étais déjà en train de partir. Mais là, ça a été vraiment le truc qui a scellé ma volonté de rentrer. Il faut savoir que moi, plusieurs fois, j'ai eu cette réflexion de mais en vrai, il serait pas temps que je rentre à Mayotte. Je me suis posé la question dès ma première année au Luxembourg. J'avais envie d'être avec ma famille. Et je crois qu'on sortait tout juste du Covid. J'avais du mal en fait à m'ajuster. Donc j'avais passé un entretien et tout, et ça a été concluant.
J'ai choisi de rester. Ensuite, forcément, après le burn-out, j'ai considéré le fait de rentrer à la maison en 2022, là. Après, j'ai considéré des opportunités de VIE à l'étranger. Et moi, j'en étais à un stade où je voulais vivre au Congo. J'ai passé des entretiens pour aller faire un VIE au Congo et tout. Puis après, je me suis reposée. Je me suis dit, non, reste au Luxembourg encore un an de plus, on sait jamais. Je suis restée un an de plus et là, c'était la goutte de trop, littéralement, ça y est. Et c'est là que j'ai su qu'en fait, il était temps de rentrer. Et moi, j'avais déjà construit une vie à l'étranger. J'étais bien au Luxembourg, comme je vous l'ai dit. J'avais mes amis qui étaient géniaux. Franchement, je saurais même pas par où commencer. Je pense que je vais faire un épisode spécial sur les amitiés. Les amitiés dans la vingtaine parce que je leur dois beaucoup de choses, hein. C'est des personnes super. J'ai rencontré des sœurs, littéralement. Alhamdoulilah. Et c'était confortable au Luxembourg. J'étais très bien payée. J'étais pas à plaindre, quoi. Mais je savais aussi que rester pour toujours, c'était pas une option. C'était pas nécessairement ce que je voulais. L'été où je suis rentrée, du coup, après cet incident-là avec les RH, j'étais là pour un mariage, mais je commençais déjà à sonder un peu les opportunités. Donc j'ai parlé avec une connaissance de ma possibilité de retour. Et direct, elle m'a dit: «Ah, mais tu sais, on cherche des profils exactement comme le tien en ce moment et tout. En plus, t'es bilingue, c'est parfait, nanana». Donc j'ai passé des entretiens au niveau local, j'ai passé des entretiens au niveau du groupe en Afrique et mon profil leur a plu, donc direct, j'ai sécurisé mon job, j'ai sécurisé mon taf. Et c'est là que c'est vraiment devenu réel. Ça veut dire que quand je suis revenue de mes vacances à Mayotte, je savais que là, fallait préparer mon déménagement, fallait que je poste ma démission et tout, enfin, tout ça à préparer. Mais honnêtement, à ce stade, en fait, c'était hyper fluide. Parce que le plus gros de la charge mentale avait été retiré de mes épaules. Je savais où j'allais bosser, je savais où j'allais loger. Donc le reste, après, c'était pas si inquiétant, quoi. Au final, le plus chiant, ça a été de préparer le déménagement en lui-même, parce que déjà, il fallait faire le tri dans mes affaires. Tout ce qui est affaires d'hiver et tout, il fallait soit que je les donne. D'ailleurs, j'ai tout donné, hein, j'ai pas vendu. J'ai tout donné. J'avais accumulé beaucoup de choses. Moi, Mazza, j'ai un vrai problème avec le fait d'accumuler, acheter beaucoup de choses, mais ça fera l'objet d'un autre épisode, je pense. Donc ouais, me débarrasser de mes affaires. Regarder qu'est-ce que j'allais ramener à Mayotte, mettre dans des cartons, poster et tout. Mais tout le long, alhamdoulilah, vraiment, j'ai un entourage de fou. On m'a beaucoup aidé, que ce soit pour acheminer mes affaires à Paris, euh, même faire mon état des lieux tout simplement. Enfin, tout ça, c'est mes amis en fait qui m'ont aidé, mes amis et ma famille, hein. Ma sœur notamment, qui m'ont aidé à tout clôturer. Ouais, donc une fois que j'ai fait tout ça, j'ai pris mon billet. 6 novembre, je me suis cassée, j'ai dit ciao, bye bye, hasta luego, arrivederci, piazzo. Je me suis cassée de cette terre d'islamophobe et je suis rentrée, quoi. En vrai, quand je raconte ça comme ça, on dirait que c'était simple, qu'il n'y avait eu aucune hésitation, c'était fluide, quoi. Mais en vrai, j'avais quand même mes hésitations. Enfin, forcément, je me dis, ah, je vais laisser mes amis et tout. Purée, je vais rater les voyages, je vais rater les gros événements. Je laisse un certain niveau de confort et tout. Mais en fait, à ce moment-là, je me rendais pas compte à quel point j'allais laisser en Europe. Je vous dis la vérité. Je me rendais pas compte à quel point ça allait être dur, mentalement et même physiquement. Une bonne partie des choses qui me rendent heureuse, je les ai laissées en Europe. Je vous dis la vérité. Mais c'était quand même facile pour moi de prendre cette décision parce que déjà, ça venait de moi. Il y avait déjà en fait une certaine coupure entre la moi qui thrivait, qui vivait à son max, qui vivait sa best life en Europe, et la moi qui voulait une vie un peu plus en adéquation avec mes valeurs, avec mes convictions spirituelles et tout. Donc, à partir de ce moment-là, en fait, ça ne valait plus rien. Franchement, toutes les choses matérielles auxquelles je tenais qui étaient en Europe, elles ne valaient plus rien face au fait de pouvoir pratiquer sa religion librement. Donc, dans ma tête, c'était clair et net. Et puis, on va pas se mentir, franchement, c'est facile de faire ta hijra, parce que je sais pas si je peux appeler ça une hijra. Ouais, c'est quand même une hijra. C'est facile de faire sa hijra quand tu retournes vivre chez tes parents, là où tu as grandi, là où tu as déjà un travail. Les questions sont déjà vite répondues, en fait. Du coup, ouais, c'était simple, en fait, pour moi de prendre cette décision. Et encore une fois, ça venait de moi. Et je savais que rentrer chez mes parents, c'est ce qui allait répondre à mon besoin de sécurité. Rester en Europe, ça me mettait en insécurité, justement. J'étais pas bien, j'étais trop en alerte. J'arrivais plus. Donc c'était le remède le plus efficace. Avant de prendre cette décision, mon premier conseil quand même, ça va être de réfléchir
à qu'est-ce qui vous a amené à cette décision? Est-ce que vous êtes réellement prêt? Est-ce que mentalement vous êtes prêt? Est-ce que vous êtes conscient de ce que vous laissez derrière vous? Est-ce que vous savez ce que vous allez gagner en rentrant chez vous? Dans quelles circonstances en fait vous allez faire ce retour? D'un point de vue financier, d'un point de vue social, d'un point de vue culturel aussi, parce que c'est pas parce qu'en fait on est originaire de quelque part que on est forcément en adéquation avec les personnes qui y sont, hein. Moi, j'ai grandi à Mayotte et pourtant, quand je suis rentrée, il y a eu quand même un petit décalage. Et c'est même pas pour faire la je viens d'eux. C'est même pas une question d'être je viens d'eux, mais j'ai vécu 9 ans en Europe. 9 ans quand même, c'est pas négligeable, ça altère de manière considérable ta manière de penser, tes habitudes et tout. Donc, c'est pas à négliger. Et ça, faut se préparer. Faut se préparer et se poser la question sur qu'est-ce qui va vraiment compter et ce sur quoi vous allez être en mesure de faire des, comment on appelle ça, des compromis, tout simplement. Donc ouais, le choc du retour, d'ailleurs, parlons-en. Le retour à Mayotte se réajuster à la vie à Mayotte. Et donc ouais, comme je le disais juste avant, on sous-estime énormément à quel point on a changé quand on a vécu à l'étranger. Ça me tue en fait parce que tu te rends compte à quel point t'as pris des comportements de guerre quand t'es chez toi. Vraiment. Et ça, c'est un truc... en fait, rappelez-vous qu'à Mayotte, mtukavingu zunguhun. Et à quel point notre propre pays a évolué. C'est ça aussi, hein. Les gens ont évolué dans une direction. Pas dans tous les domaines, mais en tout cas, il y a une certaine évolution locale qui fait que bah, tu pourras pas, en fait, direct rentrer dans le moule. Il y aura des choses que tu feras pas comme les autres. Faudra qu'on t'explique des fois, ou faudra que tu t'en rendes compte par toi-même. Que, ok, ah oui, c'est vrai qu'ici, il faut faire comme ça. Ah oui, ça, c'est vrai que je peux pas me permettre de faire comme ça et tout. Enfin voilà, faut s'en rendre compte. Moi, déjà, le premier choc, ça a été de me rendre compte à quel point, en fait, quand t'es chez toi, ben t'es quelqu'un. T'es pas juste un inconnu dans la rue. Déjà parce que bah, je ressemble à ma mère. Donc ouais, quand je suis dehors en public, on voit moi, mais on voit aussi ma mère. On voit aussi ma famille. Donc tu vas pas te comporter comme si t'étais toute seule là où tu connais personne. Non, en fait, tu dois faire attention à comment tu te comportes, comment tu parles aux gens. Après, ça, c'est des principes qu'on devrait respecter. Peu importe où on est, mais vous voyez ce que je veux dire. Je suis pas non plus de malpoli, je suis pas mal élevée ou quoi. Faut avoir le adab qu'on nous a inculqué, bien sûr. Donc respect des aînés et tout. Autre chose aussi qui m'a vraiment blessée quand je suis rentrée, dans le sens où c'était difficile quoi, bah il n'y a pas de transport en commun et je peux pas marcher comme j'aimerais marcher. Moi je marchais beaucoup quand j'étais au Luxembourg, comme je vous l'ai dit c'était un pays assez safe. Donc même le soir je sortais à 22 heures pour aller faire mes 10 000 pas, il n'y avait rien. J'étais tranquille, donc je marchais beaucoup, je pouvais faire mon sport comme je voulais, je courais même dehors. Aujourd'hui j'imagine même pas. Partir courir dehors, j'imagine pas. Il y a des gens qui le font, hein, franchement, il y en a plein. À Mamoudzou, j'en vois plein. Mais moi, perso, j'imagine pas du tout, j'aime pas. Rien que marcher dehors, en fait, c'est déjà une épreuve, donc non. Évidemment, j'ai pas arrêté le sport pour autant. Je me suis juste réinscrite à la salle de sport. Et après, juste ce qui est un peu délicat, c'est gérer le planning parce que il y a pas beaucoup de salles de sport. Avant ça, j'étais à Mamoudzou, juste à côté de chez moi, mais moi, je travaille à Longoni, donc imaginez le trajet. C'est pas évident. Ajouter à ça le fait que les journées sont courtes, donc faut gérer le fait que bah, à 18 heures, le soleil est couché. Tu peux pas forcément faire du sport jusqu'à 22 heures parce que bah, faudra se lever le lendemain à 5h30, 6 heures. C'est un peu relou. Et encore, moi, je fais partie des gens qui ont beaucoup de chance, hein. Moi, ma journée, elle peut commencer à 6 heures, elle pourrait commencer à 6 heures. Alors que d'autres gens, ils passent des heures et des heures et des heures dans les embouteillages. C'est un truc de ouf, ça. Tu te rends compte déjà que les journées sont courtes, mais en plus de ça, tu peux perdre 2 heures à faire ton trajet habituel pour aller au travail. Moi, ça me rendrait trop folle. Désolée, hein. Je pourrais pas, je pense. Ouais. Et en plus de ça, les commerces, ils ferment tôt. Les administrations sont jamais dispo le vendredi. Alors que, ben, en principe, vous bossez hein, le vendredi, les gars. Je comprends pas. Ça aussi, c'est un vrai sujet, hein. Si t'as une démarche administrative à faire et que t'as vraiment, littéralement, juste le vendredi là pour obtenir un document, bonne chance en fait. Tu l'auras pas ce document. Accepte que faudra attendre lundi d'après. Mais ce vendredi, c'est mort, hein. T'auras rien. Je vous disais plutôt que j'avais dû renoncer à beaucoup de choses qui me rendaient heureuse et renoncer à certains avantages matériels. Bah, typiquement les courses. Moi, bah, j'aime bien cuisiner avec de bons aliments, je fais très attention à ce que je mange et tout. Et donc les courses alimentaires ici, tout coûte cher. N'en parlons pas des aliments bio, mais tout coûte hyper cher.
tout le temps des pénuries pour rien. Enfin, c'est fatigant en fait. Quand tu vas au supermarché, tu sais même pas combien d'items de ta liste de courses tu vas pouvoir cocher. Après, j'avoue, moi j'ai la chance de vivre chez mes parents, donc j'ai des dépenses qui s'enlèvent forcément. J'ai pas de loyer à payer, donc je me permets d'avoir un budget yaourt dans mon budget mensuel, mais c'est pas normal. C'est pas normal que quand je me rende chez Carrefour, le skir il a 10 € pour 4 pots de 100 grammes. C'est trop une dinguerie en fait. Des trucs que j'aurais payé à 3 € au Luxembourg, en France. Non, c'est grave. Même pour les fruits et légumes et tout, tu veux des bonnes tomates ou des tomates cerises, c'est un luxe, hein. Tu veux te faire une petite salade burrata, tomates cerises, un peu d'huile d'olive. Eh, t'as un vrai budget pour ça. L'huile d'olive, à un moment, carrément, c'était devenu tellement cher, je me rappelle plus des prix. Eh, faut voir, j'avais posté un truc sur Insta. Tous mes amis de France, ils étaient choqués. Choqués des tarots. Non, on nous fait trop souffrir ici, c'est grave. C'est super grave. Après, ça mérite aussi de réfléchir sur la manière de consommer parce que moi, je suis plus en Europe. J'ai dit, j'accepte que je suis plus en Europe, mais je vais encore consommer comme si j'étais en Europe. Enfin, c'est pas logique. Donc là, pour le coup, je m'en tiens en partie responsable. Après, il y a des choses, les yaourts, je suis désolée, quand t'as des enfants, tu donnes des yaourts à tes enfants, c'est logique, c'est dans l'alimentation de base. T'as pas forcément envie de leur donner des Oula, c'est pas ouf. Quand t'as goûté Elle et Vire, pourquoi tirer chez Oula? Après, je pense que je vous apprends rien, la vie chère, c'est un sujet dans pas mal de d'hommes, malheureusement, et c'est d'autant plus d'actualité chez nous. À cela s'ajoute le fait que on doit acheter de l'eau minérale, on peut pas boire de l'eau du robinet. Enfin, il y a des gens qui s'y risquent, hein. Moi personnellement, j'ai arrêté. L'eau du robinet, je peux pas, donc c'est un budget ça aussi. Le pack d'eau, il coûte super cher alors qu'on est en pleine crise d'eau. C'est trop une dinguerie parce que là, je me rends compte que ça fait une quinzaine de minutes que je parle des ajustements que j'ai dû faire en arrivant à Mayotte. À aucun moment j'ai écrit dans mon script, à aucun moment j'ai mentionné depuis tout à l'heure les violences, les agressions, le fait de ne pas avoir de l'eau. Alors que, ouais, c'est nos défis de tous les jours, en fait. Mais tellement on est en mode survie, tellement on est embourbé, en fait, dans ce conditionnement, qu'on se rend même plus compte que nos besoins basiques ne sont plus comblés, tout simplement. En fait, on est tellement en mode survie, nos préoccupations de tous les jours, c'est, ok, où est-ce que je vais trouver le prochain pack d'eau? Où est-ce qu'ils vendent des œufs? Est-ce qu'il y a de la farine là où je veux aller? En plus de ça, quand tu quittes ton lieu de travail, quand tu quittes ton école, etc., tu dois réfléchir, trouver des stratégies à par où tu passes pour éviter une éventuelle agression, pour éviter des conflits. Non, je prends 5 minutes pour réaliser en fait à quel point je... Ça, c'est l'un des plus gros problèmes. Littéralement, on n'a pas d'eau tous les jours. Tu veux te doucher, t'es obligé de faire ton stock d'eau, d'utiliser l'eau vieille de 2 jours là. Et si t'as pas fait ton stock d'eau, t'es dans la merde. Tu dois aller chercher de l'eau chez ton voisin, chez ta famille. Ah non, mais en novembre, j'ai vécu un épisode hyper traumatique. On n'a pas eu d'eau pendant presque 10 jours. Enfin, l'eau était ouverte dans notre quartier, mais en fait, ça montait pas jusque chez nous parce qu'on était en hauteur. Donc, quand on ouvrait nos robinets, en fait, les jours où il y avait de l'eau, ça descendait pas. On n'avait pas pu faire nos stocks d'eau, c'était très compliqué. Dieu merci, mon père, il a fait des stocks d'eau dans le jardin. Il ramassait l'eau de pluie. Je crois qu'à ce moment-là, il pleuvait même pas. C'était pas la saison des pluies, c'était en novembre. Donc, on avait gardé ça pendant je sais pas combien de temps, mais bref, c'est grâce à ça qu'on a pu utiliser les toilettes, prendre nos douches, faire la vaisselle et tout. Même au bout d'un moment, je crois qu'on avait arrêté d'utiliser de la vaisselle. Ouais, on utilisait que de la vaisselle jetable à un moment donné. Waouh! Et dites-vous ça là, j'avais oublié. Je suis là, je raconte, oui, je peux plus aller à la salle. T'as peut-être d'autres priorités auxquelles t'as pas pensé jusqu'à présent, mais oui, oui, elles sont là. C'est triste en fait. De base, je voulais faire cet épisode pour être honnête et en même temps donner envie aux gens de rentrer. Mais comment t'expliques aux gens qui ne vivent pas à Mayotte dans quelles conditions on vit et que c'est supportable en fait finalement. Enfin, je sais pas, hein. Surtout après Chido, j'ai parlé à beaucoup de mes amis du coup, qui étaient en Europe et tout. Je leur donnais des nouvelles sur comment la situation avançait, tout ça. Et ils étaient tellement plus inquiets que moi. Moi, j'étais en mode Alhamdoulilah, mon toit n'est pas parti, je suis avec mes parents et tout. On n'a pas perdu nos affaires, mais ma belle, ça fait des jours que t'as pas d'eau. T'as mis 20 jours à avoir de l'électricité. T'as toujours pas de wifi. À l'heure actuelle, à l'heure où je parle, il n'y a pas de wifi chez moi. Là, je suis chez quelqu'un d'autre pour squatter le wifi. Mais il n'y a pas de wifi chez moi. Waouh! On n'a toujours pas de télé du coup, hein, accessoirement. Donc le soir, par exemple, là, maintenant que c'est le ramadan, au moment de iftar, dès qu'il est 19h, mon frère, il met ma première sur son téléphone. Et on écoute le journal, sans image. C'est... Ça fait honte de raconter ça. Genre, j'ai même pas honte de moi, mais juste en fait, tu te dis, mais que fait le gouvernement? Que font les personnes qui peuvent agir pour nous?
Je sais pas, moi ça me fait mal au cœur en fait. Et pourtant, je m'apitoie rarement sur mon sort, genre par rapport à tout ce qu'on a vécu. Alhamdoulilah, j'arrive à être reconnaissante, j'arrive à être optimiste et tout. Mais là, le fait de raconter ça, je sais pas, moi j'ai pas les mots pour vous dire venez à Mayotte, ça va être génial. Non, ça va pas être génial, en fait, ça va être dur. Ça va être dur, moi je sais pourquoi je suis rentrée et encore une fois, je réitère, je n'aurais pas souhaité prendre une décision différente, j'aurais pas souhaité faire un VIE, je sais pas où. Je pense à partir, ça m'arrive souvent. Pas plus tard que l'année dernière, quand je suis revenue de vacances, j'ai passé un mois à l'étranger. Je suis revenue, ça m'a mis un coup. T'es à l'étranger, voilà, confort et tout. Puis je reviens, quand est-ce qu'on aura de l'eau? Littéralement, quand je suis arrivée, j'ai demandé à mes parents, c'est quand qu'on nous remet l'eau? C'est pas drôle. C'est pas drôle, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse en fait? J'ai accepté. Comme la plupart des Maoris, on a accepté. Et en vrai, il y en a plein qui ont trouvé des solutions alternatives, genre qui ont mis des citernes et tout. Il y en a qui ont pris des... Comment on appelle ça là? C'est des appareils en fait qui permettent de récupérer l'humidité dans l'air. Et là, ça la transforme en eau potable. Ça aussi, c'est bien. Franchement, félicitations. Je sais pas ce qu'on attend en vrai pour prendre ça, mais bref. En tout cas, nous, on vit encore à la dure, à l'ancienne. On prend les packs d'eau en magasin. On fait nos stocks d'eau dans des citernes vite fait, là. Tous les 2 jours, on fait des stocks d'eau. Mais c'est tout. Bref. Euh... Je sais pas quoi vous dire d'autre, sincèrement. Juste, soyez prêts, en fait. Avant de venir, posez-vous les bonnes questions. À quoi ça va ressembler votre vie quand vous allez être ici? Est-ce que, par exemple, là où vous allez vivre, ok, vous aurez l'eau suffisamment souvent, vous avez de quoi faire des stocks d'eau, vous êtes prêts, vous êtes prêts à assumer la charge mentale de faire ça. Vous allez vivre dans un endroit qui est sécure, enfin, où vous allez être en sécurité et pas être exposé aux agressions, au cambriolage, etc. Euh, je sais pas, entourez-vous de personnes aussi, c'est la communauté qui fait tout, je pense. Quand on a vécu presque 10 jours sans eau, heureusement qu'il y avait ma grand-mère, heureusement qu'il y avait mes tantes et tout, j'allais squatter chez elles pour récupérer de l'eau, prendre des douches, etc. Sinon, c'était pas vivable en fait. Donc voilà, prenez... en fait, assurez-vous que vous allez avoir ce qu'il faut pour vivre ici. Je ne peux pas le dire autrement. Je ne saurais pas dire ça autrement, je ne saurais pas le formuler autrement. Assurez-vous que vous avez ce qu'il faut. Que vous allez avoir les gens qu'il faut autour de vous aussi, parce que si vous rentrez avec des boulets, je suis désolée, mais t'es une femme, tu rentres ici avec mari et enfant, tu sais que ton mari, il est bon à rien. Ça va être difficile. Ça va être difficile, non, parce que si ton mari, c'est pas quelqu'un qui va aller faire la queue pour ramener de l'eau parce que tes enfants ont besoin d'eau, ça va être difficile. Ça va être difficile de les scolariser aussi. Donc, il va falloir mettre la main à la pâte. Si vous voulez qu'ils gardent un certain niveau, vos enfants, bah, va falloir que vous fassiez un peu l'école à la maison. En complément de l'école, les quelques jours d'école qu'ils auront ici, parce que j'ai l'impression que la moitié de l'année, les étudiants, enfin les élèves, ils sont à la maison. Ils sont pas à l'école. Pour des raisons X ou Y, grève, nanana, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas de... Bref, ça c'est un autre sujet. Donc voilà, préparez-vous, posez-vous les bonnes questions. Soyez honnête quand vous allez vous poser ces questions, parce que ça suffit pas de se dire « Ah oui, mais je verrai une fois là-bas ». Il faut se poser la question avant. Moi, j'avoue que par rapport à l'eau, j'étais un peu préparée parce que j'avais passé des étés ici et je savais, ok, il faut faire son stock d'eau, nanana. De telle heure à telle heure, t'auras pas d'eau. Ils vont pas forcément rouvrir au moment où ils ont dit qu'ils allaient rouvrir. Ça aussi, c'est un vrai sujet, les plannings d'eau. Voilà, toutes ces questions, j'en étais consciente en fait. Et encore une fois, je vis chez mes parents. Donc la responsabilité et la charge mentale, elle repose pas entièrement sur moi, alhamdoulilah. Après, pour le reste, bien sûr, j'anticipe comme les autres, mais je suis pas toute seule en fait. Et c'est beaucoup plus supportable. Il y a beaucoup de choses qui nous rendent aigris et c'est pour ça que c'est important quand même de rentrer, certes, mais il faut que tu aies des coupures ponctuellement dans ton année pour pouvoir souffler un peu, aller à l'étranger, voir autre chose, croquer la vie, quoi. Parce qu'ici, des fois, c'est dur, hein. C'est dur. Mais il y a quand même beaucoup de joie aussi qu'on retrouve dans le fait de revenir chez soi, revenir chez ses parents. Déjà, remanger la nourriture de ma mère, ça c'est... Eh, ma mère, top 3 cuisinières dans ce monde, si ce n'est top 2. Elle cuisine très très bien. Quoi d'autre? Bah, pouvoir rendre visite à sa famille de manière impromptue. Moi, je voyais ma famille une fois dans l'année, et ponctuellement quand il y avait des gens qui venaient en France, quoi.
Mais ouais, tu savais que en un an, t'allais avoir 2 semaines pour voir tout le monde. C'était serré. Alors que là, maintenant, j'ai toute l'année. Par contre, la contrepartie aussi de cette accessibilité, c'est que je trouve que je suis devenue trop confortable. Parce que je sais que ah, bah, ma grand-mère, elle est là. Franchement, je vais être honnête, je passe pas autant que je le devrais. Ça, c'est un exemple, hein, mais il y a d'autres membres de ma famille auxquels ça s'applique, même mes tantes. Récemment, du coup, pendant le mois du Ramadan, on a pu passer beaucoup de temps ensemble, alhamdoulilah. On fait les dalasa ensemble et tout, mais avant ça, ben, la plupart, je les croise. Mais je mets pas vraiment l'intention de, ok, là, cet après-midi, je vais voir telle tati, je vais voir ma mamie, je vais aller tel endroit, je vais rendre visite à telle personne. Je me rends compte, du coup, pendant que j'enregistre, mais ouais, ça, c'est un truc que j'ai perdu. À force d'être toute seule, tout le temps, j'oublie en fait que ben, ma communauté, elle est là. Je dois m'investir dans ma communauté, faut rendre visite aux gens, faut apporter son aide aux gens. Et alhamdoulilah, franchement, si j'ai bien eu un rappel de Shido, c'était ça. C'était que ben, j'avais de la chance d'être chez moi avec ma famille, mes proches, les gens que j'aime, les gens qui m'aiment. Et qu'en fait, j'avais que ça. Il n'y a que ça qui devrait compter, en tout cas. Essayez de vous rappeler de ça. Pareil, autre piège aussi, quand on dit qu'on rentre pour la religion, moi, ça m'a mis une claque, hein. Franchement, je vous fais un bilan sincère, honnête, comme d'hab. Mais retourner ici avec en idée une meilleure pratique de la religion, subhanallah. J'ai échoué sur beaucoup de plans, on va dire. Je vais pas rentrer dans les détails parce que de toute façon, en islam, c'est pas recommandé de raconter ses manquements. Mais il y a des choses que j'avais arrêtées, des choses qui n'étaient plus mes combats au quotidien quand j'étais encore au Luxembourg, hein. En rentrant ici, en fait, j'étais tellement à l'aise, j'ai relâché mes gardes que je suis retombée dedans. Et je pense que je suis pas la seule. J'ai eu une longue discussion d'ailleurs avec ma cousine à ce sujet. Elle était rentrée juste pendant quelques semaines. Mais elle s'est rendue compte en fait que tout le travail qu'elle avait fait sur sa personne, pas médire sur les gens, pas parler sur les autres, avoir le bon soupçon, tout ça. Quand tu reviens auprès de ta famille, des fois c'est dur. Et c'est même pas parce que ta famille c'est de mauvaises personnes. Franchement, alhamdoulilah, chez nous, on s'efforce d'être de bonnes personnes. On s'efforce d'avoir la religion en tête et tout. Mais c'est juste que t'es dans ton environnement de base. T'es à l'aise en fait. T'as plus ce truc de faut faire attention à l'image que je vais renvoyer de moi en tant que musulmane, faut faire attention à comment les gens vont me percevoir. Vous voyez ce que je veux dire? T'as pas tellement cette inquiétude du regard de l'autre de manière étrangère. Je sais pas comment dire. T'as pas cette inquiétude d'être perçu comme la voilée qui. Vous voyez ce que je veux dire? Moi, ici à Mayotte, je suis pas une voilée, je suis une femme. Je suis juste une femme. En France, je suis une voilée peut-être. Je suis une femme musulmane, je suis une femme noire. Ici, je suis juste une femme. Du coup, je pense que le fait de ne plus avoir cette pression d'un regard étranger hors de la Oumma, j'ai arrêté de m'efforcer à être un exemple de bon comportement. Malheureusement, hein. Il y a d'autres choses aussi que voilà, j'avais arrêté, qui n'étaient pas du tout un problème pour moi, qui n'étaient plus un problème pour moi. Et malheureusement, bah, aujourd'hui, je dois faire un effort vraiment conscient pour ne plus le faire ou pour limiter. Donc faites attention à ces deux choses. Je pense que c'est les deux raisons principales pour lesquelles les gens rentrent, passer du temps avec leur famille, pratiquer leur religion. Une fois qu'on est ici, en fait, c'est pas, prenez pas ça pour acquis. Et essayez de poursuivre vos efforts, essayez d'être conscient de comment vous cheminez, essayez de vous rappeler. Encore une fois, c'est toujours une question d'intention en fait. Mettez de l'intention dans ce que vous faites. Jusqu'au bout, faut renouveler son intention. Même en islam, c'est un principe très important à la niya. Renouvelez votre intention, rappelez-vous, ok, c'est vrai que c'est ça qui est important pour moi. C'est vrai que ça, j'avais dit que j'allais arrêter. Faut que j'en tienne compte. Faut que je sois irréprochable. Faut que j'essaie d'être irréprochable. Crucial aussi que je voulais aborder, ça a été le fait de revenir m'installer chez mes parents. Moi, j'ai passé 9 ans hors de chez moi. J'ai quitté la maison de mes parents à 16 ans. Donc, je suis partie étudier à 16 ans. Je suis revenue à 25 ans, je crois. Ouais, 25 ans, je suis revenue. Après des années à vivre seule, gérer mon espace perso, avoir mes propres règles, mes propres habitudes, mon train de vie finalement, mais mon planning et tout. Bah, j'étais de retour dans une maison avec des règles qui n'étaient pas forcément les miennes. Fallait s'adapter. Après, vous me direz, c'est mes parents, j'ai vécu avec eux pendant les 16 premières années de ma vie, mais c'est pas pareil. Maintenant, je suis une adulte, maintenant j'ai un cerveau différemment fait, maintenant j'ai mes habitudes, je mange pas comme eux forcément. Du coup, c'est un ajustement. Moi, j'avoue que j'avais du mal avec l'alimentation, mais au final, on a trouvé un compromis. Ma famille, ils mangent un peu plus de légumes qu'avant, ils mangent un peu plus végétarien qu'avant, et moi, je mange un peu plus de viande qu'avant.
Je mange un peu plus de riz qu'avant, c'est pas grave. C'est pas pour me déplaire. Mais voilà. Typiquement, ça, c'est un terrain sur lequel on a trouvé une entente. Il y a d'autres sujets qui sont un peu plus délicats, mais globalement, je pense que la raison pour laquelle c'était aussi difficile pour moi les premiers mois, c'était parce que j'étais ingrate, si je suis complètement honnête. Je me rendais pas compte, en fait, tellement j'avais gardé ma mentalité de j'habite seule, je fais comme je veux, nanana. Des fois, j'imposais des trucs, mais c'est pas viable. 4 personnes vivent déjà comme ça depuis des années, sans toi, ils ont vécu comme ça pendant des années. Maintenant, toi, tu reviens, tu vas décider que, ok, non, on fait comme ça, comme ça, comme ça, comme ça, parce que j'ai décidé que ce serait comme ça. Et en plus, tu te vexes parce que les gens te suivent pas. J'ai pas eu la patience. Quand je voulais un changement, j'ai pas eu la patience d'accompagner et tout, d'expliquer pourquoi. Oui, non, mais c'est comme ça, je pense que c'est mieux parce que nanana. Je le faisais pas direct, je disais non, maintenant c'est comme ça. Parce que c'est ma personnalité et comme je suis avec ma famille, je suis à l'aise, quoi. J'allais pas non plus prendre des pincettes et c'était un peu plus délicat. Autre chose aussi, je pense que c'est pas abordé souvent, mais quand tu retournes vivre chez tes parents et qu'en plus t'as encore des frères et sœurs qui sont pas adultes, mon petit frère c'est un adolescent, c'est chaud, c'est chaud. Moi aussi j'étais adolescente, je sais que j'étais pas forcément la plus joviale des adolescentes, j'étais pas la plus agréable, enfin tout ce que vous voulez. Donc je sais tout ce qui vit, je sais, mais en même temps j'ai pas forcément la maturité de me dire laisse-le. Des fois je vais être là, on va se chamailler pour des trucs, enfin frère, même moi j'aurais honte de vous raconter. Des histoires de vaisselle. Enfin je sais pas, hein, moi je suis rentrée, j'avais 26 ans, 25 ans, j'allais mettre 26 ans. Des fois lâche le steak en fait. Lâche le steak, c'est pas grave, tu t'en porteras pas moins bien. Mais c'est. Vous savez que les frères et sœurs, en fait, ils ont ce truc. Et là, je parle en tant qu'aîné. Les frères et sœurs, ils ont ce truc. Ils vont savoir exactement où appuyer pour vous faire vriller. Ils savent exactement où appuyer pour vous faire vriller. Et c'est ça le problème. C'est ça qui est difficile aussi dans les embrouilles et les conflits frères et sœurs parce que il n'y a pas de limite. Tu sais que ton frère sera toujours ton frère, ta sœur sera toujours ta sœur. Toute ta vie sera toujours ta sœur. C'est un lien à vie. Donc forcément, des fois, tu vas sortir des dingueries que tu n'aurais pas forcément sorti si tu disputes avec une amie ou avec ton partenaire, je sais pas. Parce que t'as pas cette peur de et si je le perdais, et si ça redevenait plus comme avant, mais si c'est ton frère, c'est ta sœur. Ça redeviendra forcément comme avant. Alhamdoulilah, je trouve qu'on s'est beaucoup calmé. Il a fait un gros travail sur lui-même parce que il est. Je vais pas parler de lui. Mais en tout cas, ça s'est calmé parce que lui aussi, il a fait un gros travail sur lui-même. Il prend beaucoup sur lui, je trouve. Et c'est moins explosif qu'avant. L'autre fois, par exemple, il a fait un truc qui m'a choquée. C'était hier d'ailleurs. Je dis l'autre fois comme si ça datait alors qu'on s'embrouillait hier. La ganga là-dessous. On s'est embrouillé hier parce que. Je sais pas, il me parlait d'un truc, je lui ai dit de se mêler de ses affaires. En gros, je résume, je lui ai dit de se mêler de ses affaires. J'avoue, c'était une inquiétude qu'il avait, mais c'est bon, il était en boucle en fait, ça y est. Donc je lui ai dit de se mêler de ses affaires, il a mal pris. Il a fait, tu sais quoi, là je vais écrire dans mon carnet, comme ça j'oublie jamais ce que t'as dit et tout. En fait, ça sonne bête, c'est puéril et tout, mais non, 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 c'est hyper intelligent ce qu'il a fait. En fait, il a eu le réflexe de se dire, là en fait, ça m'a mis dans une situation tellement, tu vois, je suis tellement en détresse émotionnelle, il va jamais le reconnaître, mais c'est ça. Il était tellement en détresse émotionnelle parce que je lui ai dit, et fâché, et il voyait que je lui donnais pas la réponse qu'il voulait, donc il s'est dit, bah, je vais gérer ça dans mon carnet. Donc il est parti, il a arrêté de faire la vaisselle, il est parti s'enfermer dans sa chambre, il écrivait dans son carnet, il est ressorti, il a continué à faire la vaisselle et tout, là on se reparle. On se reparle après, bon, peut-être que j'aurais dû m'excuser aussi, bon, je sais pas, c'est mineur, en tout cas dans notre historique d'embrouille, c'est mineur ce que je lui ai dit. Mais du coup, il a géré ça comme ça. J'étais en mode purée, mashallah, that's growth. Genre, littéralement. Moi, de mon côté, je sais pas si je peux dire que je fais des efforts, je laisserai mes parents apprécier. J'essaye, franchement, j'essaye, mais c'est dur. C'est dur et je suis pas non plus une sœur tyrannique. Franchement, peut-être que mes frères et sœurs vous diront le contraire, mais je suis pas une sœur tyrannique. Je suis juste une aînée qui en a ras la casquette en fait. Je sais pas comment les parents ils font, mais moi j'ai pas la patience de ma mère, j'ai pas la patience de mon père. Du coup, il y a des choses que bah, mon frère, il entendra pas de la bouche de mes parents, mais il l'entendra 5000 fois de ma bouche. Mes parents, ils vont parler une fois, moi, je vais parler 15 fois. Parce que j'ai l'énergie. Et parce que j'ai pas la patience. Et concernant la vie avec mes parents, juste vivre avec mes parents sans parler de mon frère, j'ai beaucoup de chance parce que mes parents sont pas intrusifs. En fait, j'arrive à vivre ma vie d'adulte tranquille, j'ai mes plans, tout ça. Si j'ai envie de sortir, voilà, je les informe. D'ailleurs, c'est eux qui vont me déposer le plus souvent. Et c'est tout. Et en fait, nos parents, ils nous ont
Enfin, pour eux, ils partent pas du principe qu'on est là pour les servir et on n'est pas censé vivre selon eux leur idée de... Je sais pas comment dire. Avec cette idée que mes enfants seront ainsi, 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 et c'est tout. Non, en fait, ils nous laissent être qui on est, et on a nos défauts, on a nos qualités, ils font leur job d'éducateur. Et en fait, ils n'ont pas besoin de savoir, ils n'ont pas besoin d'avoir le contrôle sur ce que je fais et comment je mène ma vie. Ma mère elle me pose des questions sur ma journée, mes collègues, des trucs comme ça, les gens que je fréquente, mais c'est plus pour en savoir plus sur ma vie. C'est pas à des fins de contrôle, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et ça a toujours été comme ça chez nous, Dieu merci. En fait, il n'y a pas eu ce truc de contrôle, on était... D'ailleurs, j'ai eu cette réflexion il y a 2-3 jours avec ma mère. Je lui ai dit que, mais en vrai, je trouve que les foyers, ils sont vraiment gérés comme des entreprises. Et je suis sûre qu'on peut appliquer les types de management au type de foyer. J'ai demandé à ChatGPT comment catégoriser les types de familles si on utilisait les styles de management. Il y a 4 types de foyers, sur la base des 4 styles de management. Il y a le foyer autocratique, top-down management. Tu as le foyer participatif, management collaboratif. Le foyer libéral, un peu laisser faire. Et tu as le foyer toxique, genre contrôle excessif, micromanagement et tout. Nous, on est dans la catégorie, je dirais, management participatif. C'est-à-dire que moi, je suis rentrée, on m'a traité comme une adulte. Vraiment, quand je suis rentrée chez mes parents, on m'a pas... ils me traitent comme leur fille. Je le vois, je le sens tous les jours. Mais quand j'ai mon mot à dire, on m'écoute. Je peux participer aux conversations d'adultes et tout, je peux poser mes questions, tout ça. Enfin, des discussions sérieuses comme moins sérieuses. On me traite pas comme une enfant qui sait pas de quoi elle parle. Et ça, vraiment, je pense que je remercie pas assez mes parents, mais c'est pas comme ça chez tout le monde, hein. Et je le vois tous les jours à quel point, en fait, les individus qui ont été privés de liberté dans leur propre foyer, ils se comportent avec les autres comme s'ils avaient un contrôle sur les autres. En fait, à défaut d'avoir eu un contrôle sur leur propre vie quand ils étaient chez eux, ils essaient d'exercer ce contrôle sur les autres. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Genre, chez nous, typiquement, on a le droit de contredire les adultes. Et c'est pas en mode tu dis ah non, tu dis n'importe quoi. Mais non, avec du respect, ça, ma mère, elle a toujours tenu à ce qu'on garde le ton qu'il faut, on dise les choses comme il faut. Mais t'as le droit de dire oui, par contre, je suis pas d'accord avec toi. Ou par contre, maman, là, tu t'es trompée. Et c'est ok, en fait, elle a pas de souci avec ça, elle met pas son ego là-dedans, elle va t'écouter. Et ça, c'est un truc qu'elle nous a dit depuis longtemps. Vraiment, je me rappelle, je pense que si je le racontais, elle s'en souviendrait même pas. Mais on était plus jeunes avec ma mère. Je sais pas, on a fait des bêtises avec ma sœur et tout, et elle nous grondait. Et à la fin, elle a dit après, si je me trompe, dites-moi. Peut-être que j'ai tort et c'est vous qui avez raison, dites-moi. Mais toi, t'as rien à dire en fait. Tu sais très bien ce que t'as fait. Tu sais très bien que t'es en tort et que ta mère, elle a raison et qu'elle fait juste ton éducation, elle fait son rôle de parent, tu vois. Mais avoir eu cette liberté, en fait, d'interjecter quand on avait le droit, c'était cool. Et je trouve que c'est ce qui a permis d'être l'adulte que je suis aujourd'hui. Moi, j'ai pas peur de dire ce que je pense, j'ai pas peur de dire des choses comme elles doivent être et tout. Et heureusement d'ailleurs, parce que vu mon métier, purée, si j'avais peur des gens, mes missions, elles avanceraient pas. Mais alhamdoulilah, en fait. Et ça, c'est une ni'ma de fou. Franchement, Dieu merci pour le foyer participatif dans lequel je suis née. Et ça m'a aidé aussi à devenir une adulte qui a confiance en elle, une adulte qui ne se repose pas sur les retours des gens, en fait, pour prendre des décisions dans ma vie. Et super tôt d'ailleurs, et ça c'est parce que à 16 ans, on me laissait l'autonomie dont j'avais besoin, ou des fois un peu trop, mais j'ai pas débordé. Ma plus grosse bêtise, littéralement, c'était en terminale, je crois. Là, c'était vraiment à l'époque où je commençais à me sentir pousser des ailes. J'avais séché les cours pour aller à la plage avec mes amis, donc on a pris la barge, on est allé au Faré. Sauf que Nankil Bois Nazanguzo, il n'y avait pas de barge parce qu'il y avait la grève. Donc on s'est retrouvés coincés en petit terre, et il a fallu que je dise à mes parents que du coup j'étais coincée en petit terre. Mais sinon, à part ça, moi j'ai pas fait des dingueries. J'en ressentais pas le besoin. Même après, quand je suis partie à 16 ans, sans surveillance et tout, moi j'ai pas fait des trucs de ouf, hein. Je profitais comme une adulte normale, mais j'ai pas fait des trucs de ouf, j'ai pas fait des trucs risqués. Et surtout, je subissais pas la pression des autres, en fait. Peer pressure, en français, comment on dit? Pression des pairs. Ouais, moi je subissais pas la pression des pairs dans le sens où, ah, maintenant que tes parents sont plus là pour regarder, fais tout. Non. Moi j'ai vécu normal. Je suis sortie et tout, j'ai profité de ma jeunesse, mais j'ai pas besoin de faire des dingueries en fait pour me sentir vivre parce que mes parents ils m'ont pas restreinte du tout. Dieu merci, je vous jure. Ça se ressent aujourd'hui maintenant que je suis revenue chez moi en tant qu'adulte, il y a des choses que je comprends pas trop parce que je me dis ouais mais pourquoi on a fait comme ça, non, je suis pas forcément d'accord, je le dis quand je suis pas d'accord, mais la grande majeure partie du temps je vis bien, hein. Je vis bien, je me sens bien, j'ai pas la sensation que je dois me rapetissir, me restreindre dans ce que j'aimerais faire parce que je suis chez mes parents. Non, je vis comme j'aurais aimé vivre si j'habitais toute seule. Et j'ai la chance de vivre avec mes parents, donc ça veut dire j'ai la communauté, je paye pas de loyer,
Je peux me reposer sur eux financièrement. Parce qu'il y a des gens aussi, il faut le dire, vos parents comptent énormément sur vous. Ils ont fait des calculs sur vos têtes. Ah, j'imagine pas la pression en fait. Réfléchissez bien, hein. Franchement, ceux qui auront la chance de rentrer vivre chez eux en étant seuls parce que leurs parents sont pas. Voilà, faites-le vivre seul. Si vous savez que ça allait pas bien se passer avec les parents, ne rentrez pas vivre chez vos parents. Et je sais que c'est controversé quand t'es une femme de rentrer vivre chez soi et prendre un appart et tout. Je connais pas beaucoup de filles qui l'ont fait, mais si vous en avez besoin, faites-le. Si c'est ce qui va vous permettre d'être une meilleure version de vous-même, de continuer à garder les liens avec votre famille, vivez seul. Franchement, vivez seul. Ça vient avec ses contreparties, mais si vous savez que ce que vous avez à y gagner en ayant la paix est plus important que ce que vous y risquez en vivant chez eux, quoi, bah faites ce compromis, tout simplement. En train d'éditer l'épisode, mais j'avais envie de revenir sur ce point parce que j'ai l'impression que j'ai pas forcément bien abouti ma réflexion. Mais ce que je sous-entendais par meilleure version de vous-même, c'était que si revenir cohabiter avec vos parents ou alors d'autres membres de votre famille, ça vous mettrait dans une position inconfortable parce que soit c'est des personnes toxiques ou en tout cas vos personnalités elles clashent, ben, en fait c'est une perte d'énergie pour rien. Et des fois les relations sont meilleures lorsqu'on maintient une certaine distance. Ça veut dire que si c'est vos parents par exemple, c'est mieux que vous habitiez autre part mais que vous puissiez leur rendre visite quand nécessaire. Et c'est peut-être ça qui va permettre d'avoir une bonne relation, alors que si vous revenez habiter, il y aura des conflits tout le temps, etc. Enfin, ce sera compliqué de passer outre la tension. Donc voilà, moi c'était mon conseil. Après, je sais que à Mayotte ça se fait pas trop, donc peut-être que ça va passer pour un conseil de Mzungu, je sais pas, mais je trouve que c'est le truc le plus logique à faire en fait. Des fois c'est la distance qui permet que certaines relations continuent à bien se porter. Donc voilà, mon opinion sur ce sujet. Autre chose aussi sur lequel je voulais passer pas mal dedans, c'est la transition professionnelle. C'est un sujet d'inquiétude, à juste titre, franchement, parce que tu passes d'un marché européen à un marché mahorais. C'est pas pareil que tu sois dans le privé ou dans le public. Moi, personnellement, j'ai un peu repensé mes objectifs de carrière. Je me suis demandé en fait à quoi ressemblerait ma réussite professionnelle dans un marché plus petit, quoi. Et comment est-ce que je pourrais continuer à évoluer en restant ici. Forcément, il y a des secteurs qui sont pas propices à cette réflexion. Il y a des secteurs professionnels qui sont clairement sous-développés. Et rentrer, ça signifiera faire des concessions sur vos perspectives d'évolution. Et d'autres secteurs où, au contraire, il n'y a que des opportunités, en fait, tout est à faire. Du coup, ça vous laisse aussi une certaine autonomie dans la manière dont vous allez structurer votre carrière, votre avenir ici. Par rapport à la culture d'entreprise, j'ai fait des stages ici. J'ai fait 2 stages avant de commencer à travailler ici. J'ai fait un stage... je vais pas dire où j'ai bossé, mais j'ai fait 2 stages en tout cas dans une société plutôt grande et une société plutôt petite, un tout petit cabinet d'ailleurs. Les 2 expériences, globalement, c'était bien. Juste, c'est vrai qu'il y a beaucoup de... On va dire qu'il y a beaucoup de fainéantise, voilà. C'est pas un scoop, tout le monde le sait. Il y a beaucoup de fainéantise, que ce soit dans l'administration ou dans le privé. Dans le privé, je trouve un peu moins parce que, littéralement, ta productivité a l'impact les résultats de ton entreprise. Du coup, tu ne veux pas non plus trop te reposer sur tes lauriers. Mais dans le public, tu as des objectifs qui sont peut-être mesurables, mais je ne sais pas s'ils sont réellement évalués, hein. Est-ce qu'à la fin de l'année, dites-moi les gens qui sont dans le public, est-ce que vous avez des entretiens de performance et tout, on vous évalue sur vos objectifs, l'atteinte de vos objectifs, votre performance et tout. Dites-moi s'il vous plaît parce que je m'interroge beaucoup. On dirait que c'est pas le cas et que c'est pour ça en fait qu'il y a autant de personnes qui se permettent autant de liberté, qu'ils avancent pas sur leur dossier, ils font autre chose que bosser littéralement. Il y a plein de gens qui sont dans le public et qui ont leur side business à côté. Et t'as l'impression qu'en fait qu'ils sont à temps plein sur leur side business, hein, que leur side business c'est le main business et que travailler dans le public c'est leur side activity, genre c'est leur activité sur le teco, genre. Donc ouais, et aussi, je trouve que des fois, il y a des personnes qui sont complexées par leur médiocrité ou leur incompétence, je sais pas, et elles vont te prendre la tête parce que tu veux faire bien ton travail. Là, je parle même pas de ce que moi j'ai vécu, je parle de choses que j'ai vues chez les autres. Quand tu es dans un service qui est en support des autres métiers, des fois c'est compliqué parce qu'en fait, les personnes qui bossent pas, elles se sentent attaquées, elles ont l'impression que t'es venu pour prouver qu'elles font pas leur travail. Mais tu fais pas ton travail, tu fais pas ton travail en fait.
Moi, c'est pas l'entreprise à mon père, hein. Je vais reporter que t'as pas fait ton travail. Après, les conséquences, tu les gères avec ton manager. Si ton manager, il a pas l'air d'en avoir quelque chose à faire, bah, c'est ton manager, en fait, c'est entre toi et lui. Je sais que ça va pas plaire à tout le monde ce que je dis, mais c'est vrai, des fois, en fait, faut qu'on soit des adultes sérieux. Surtout qu'on se rende compte qu'à Mayotte, en fait, on n'a pas ce confort d'être en Europe et de rien foutre. Ça se voit ici quand on fait pas notre travail. Et ça se voit que ça fait des années que les gens font pas leur travail. Surtout dans le public. Et ça a des réelles conséquences sur la vie de tous les jours. Ceux qui bossent dans les administrations, rendez-vous compte que vous bossez pour les autres. Vous bossez pour nous, en fait. Donc, quand vous faites pas vos travails, quand vous séchez le travail le vendredi pour aller, je sais pas où, préparer le manzalaka de Tijimbani, ça a des impacts parce que du coup, le dossier de ta voisine, il est pas traité. Ça va traîner, traîner, traîner. Le temps que tu remettes la main dessus, que tu nanana, le service d'à côté qui va reprendre la main sur le dossier, lui aussi, il va traîner. Et en fait, c'est comme ça que ça n'avance pas. Ça n'avance pas, et pour tout. Il faut qu'on se responsabilise, jeune comme adulte, hein, parce qu'en fait, le piège aussi, quand t'es jeune, que tu rentres ici, tu vois que bah, les gens font pas grand-chose, c'est de suivre le même rythme. Sauf que ça va te causer du tort à toi-même. Parce que tu sais même pas si tu as passé toute ta vie à Mayotte. Tu sais pas si tu auras envie de suivre des opportunités de carrière à l'étranger et tout. Mais sauf que tu auras tellement régressé dans ton niveau, tu te seras mis au niveau des personnes ici qui n'en ont rien à faire et qui en fait comptent sur l'argent public ou l'argent de l'État pour continuer à financer leur train de vie et qui seront pas menacés sur leur poste alors que toi, t'es jeune, t'as encore beaucoup de choses à prouver. Tu veux pas te conduire comme les tontons qui sont ici depuis des années, qui connaissent tout le monde, on peut pas, hein. Franchement, on peut pas. Faut qu'on se rappelle ça. Autre chose aussi, c'est que tout le monde se connaît ici. Donc en fait, faut faire attention comment tu parles aux gens et tout. Tu viens avec du respect. Tu viens pas avec un ton condescendant de la personne qui sait mieux que tout le monde parce qu'elle a bossé en Europe. Non, en fait. Je sais pas si mes collègues, ils ont eu cette impression de la petite jeune qui débarque d'Europe avec son côté Madame Je sais où. Je pense pas. À l'heure actuelle, moi, j'ai de très bonnes relations avec mes collègues. La plupart, franchement, je m'entends très bien avec eux. Et quand j'ai des demandes, ils m'aident, tout ça. Donc on travaille ensemble, en fait. Mais je sais que c'est pas comme ça partout. Donc c'est à nous aussi de prendre sur nous, nous les jeunes qui revenons, c'est à nous de prendre sur nous, d'essayer de faire en sorte que notre discours il soit digeste, que nos actions soient compréhensibles par tous et que on accompagne en fait les équipes qui sont ici. Et c'est pas dans le sens ouais on est supérieur ou je sais pas quoi, mais c'est juste que c'est une réalité en fait, le rythme il est différent ici. Et il faut essayer de remonter le niveau. Je sais pas comment ça va être pris ce que j'ai dit, mais voilà, moi c'est comme ça que je pense, c'est comme ça que je le vois et on peut pas changer les autres, mais par contre, on peut essayer de les guider vers une meilleure voie, je sais pas. Moi, je vous dis ça parce que je pars du principe que le fait d'avoir travaillé dans des grands groupes, d'avoir vu des grosses structures, où tout était déjà en place, les process étaient bien huilés et tout, bah forcément, il y a des choses ici qui vont me sauter aux yeux. Peu importe l'entreprise dans laquelle je vais rentrer, il y aura des choses qui vont me sauter aux yeux, des axes d'amélioration et tout que je pourrais tout de suite corriger. Parce que j'ai encore cette culture de ok, mais normalement c'est ça, ça, ça. Normalement t'as une personne qui fait ça, une autre qui fait ça et tout, et c'est vite fait. Alors que quand t'as toujours été ici, ou en tout cas t'es ici depuis 10 ans, 15 ans, que t'es pas parti bosser ailleurs, t'as pas vu autre chose, ou t'as pas eu l'occasion de te former, bah t'as l'habitude et tu acceptes en fait que les choses sont telles qu'elles sont, et du coup t'es pas forcément force de proposition et t'as pas nécessairement une valeur ajoutée en termes de qualité du process ou optimisation du process. Là je suis désolée, je suis vraiment rentrée dans mon métier. Moi, je fais de la conformité, donc c'est vraiment mon métier. Mais je pense que ça peut être utile sur une plus grande échelle pour d'autres métiers et tout. Donc voilà, n'hésitez pas, ne soyez pas timide, essayez de faire des propositions, surtout si vous avez eu la chance d'avoir des expériences enrichissantes en dehors de Mayotte. Ramenez le bon que vous avez vu à l'extérieur et essayez de l'implémenter ici. Bien sûr, dans la mesure du possible, tout n'est pas forcément duplicable. Ça aussi, faut être réaliste. Il faut savoir accompagner les gens au niveau où ils sont. Et l'ambiance, de manière générale, bah, c'est une autre culture. Mais je sais pas trop parce que en France, il y a grave cette culture individualiste, en fait. T'es au travail, c'est tes collègues, et fin. À Mayotte, ici, je crois pas, hein. Tes collègues, tu les invites à ton mariage et tout. C'est des amis, quoi. Et en même temps, logique, en fait. Vous passez le plus clair de votre temps. Tu passes 8 ans. Tu passes 8 heures de ta journée avec les mêmes personnes 5 fois par semaine. 40 heures. 40 heures, c'est énorme. C'est énorme. Et des fois même, tu vois tes collègues plus souvent que tu vois ta propre famille. Moi, personnellement, j'insiste, mais partout où j'ai travaillé, j'ai rencontré des personnes super, Dieu merci. Vraiment, je réfléchis. Tous les endroits où j'ai bossé, il n'y a pas une personne où on n'est pas resté en contact, genre. Et c'est pas parce que je suis la meuf la plus sociable du monde, même pas. Je suis même pas si sociable que ça. Je suis même pas si agréable que ça. Je suis même pas si aimable que ça. Mais juste, j'arrive à identifier rapidement les gens avec lesquels je vais m'entendre. Et ça passe bien, en fait.
Donc essayez quand même, quand vous rejoignez un endroit, il y a forcément une ou deux personnes dans une équipe avec lesquelles vous allez bien vous entendre. Vous n'êtes pas obligé de devenir BFF, mais essayez de tisser des liens qui seront durables en fait, qui vont vous apporter quelque chose comme ça quand tu vas au travail tous les matins. Tu sais que tu n'auras pas le seum de retrouver des gens avec lesquels tu t'entends pas du tout. Non. Tu te retrouves des gens avec lesquels tu arrives à t'entendre. Vous n'êtes pas forcément obligé d'être trop proche non plus, ça peut vous desservir, mais bon, ça c'est un autre sujet. Mais essayez en tout cas de vous entendre avec les gens, de comprendre aussi c'est quoi l'esprit de votre entreprise et la culture finalement, pour mieux vous intégrer. J'ai envie de dire, ça ne peut que vous desservir de rester dans votre coin, de ne pas essayer de vous intégrer et tout. Franchement, évitez. En tout cas, moi je vous souhaite de travailler avec des personnes qui vous ressemblent, ou en tout cas avec lesquelles vos personnalités vont matcher. Je pense que j'ai abordé les 4 volets les plus importants du retour au bled, de revenir s'installer à la maison. On me pose souvent la question de est-ce que je suis nostalgique de ma vie en Europe? Oui et non. Je suis nostalgique de certaines choses que j'ai arrêté de faire, que je n'avais plus l'occasion de faire, d'expériences que je ne peux pas forcément vivre à la fréquence que je le souhaiterais, mais je suis satisfaite. Et je pense que le plus gros point positif de mon retour chez moi, c'est la vie de famille. Je passe tout mon temps avec ma famille, j'ai pas forcément des amis ici, j'ai quelques copines. Je pense que si j'avais pas eu ça, je me sentirais pas bien ici. Je serais pas restée 1 an, hein. Je serais partie beaucoup plus vite que ça. Et je suis pas à l'abri de repartir, bien sûr. Ça se trouve, à un moment donné, il y aura un élément dans mon équation qui va faire que je m'y retrouve plus, en fait, et que ça devient trop compliqué de gérer tout ça. Et je vais peut-être partir, m'installer autre part. Enfin, le monde est vaste. Moi, je suis toujours ouverte à de nouvelles opportunités. Et je m'inquiète pas. Si je pars, c'est pour mieux revenir. Ici, c'est chez moi, j'ai mes attaches dans tous les cas, donc c'est pas un problème. Et c'est pas un échec en soi de se dire que ah, je suis rentrée, mais finalement, j'ai pas réussi à trouver mon équilibre, donc je suis repartie, c'est pas un échec. C'est une phase. Peut-être que ta phase finale dans ta vie, ce sera 40 ans et tu passeras tes 40 années suivantes chez toi, au chaud. Mais peut-être qu'entre tes 30 et tes 40 ans, bah, t'as un chapitre que tu dois faire à l'étranger. Et c'est pas plus mal en fait. Si je devais faire mon feedback global du retour au bled, je noterais 3 sur 5. Allez, 3 sur 5. 3 sur 5, c'est parce que je savais ce que je voulais, parce que j'ai l'entourage qu'il fallait, parce que j'ai les ressources qu'il fallait, et moi-même, je savais. J'ai pris une décision à peu près informée, et j'ai réussi à faire avec les ressources que j'avais. Est-ce que je le referai encore? Oui. Je l'aurais peut-être fait un peu différemment, mais je le referai à 100%. Et c'est pas une expérience universelle. Je sais que pour d'autres personnes, en fonction des circonstances, ce sera pas évident. Posez-vous la question. Tous les critères que j'ai évalués là pendant tout le long de l'épisode. Donc ouais, avant de rentrer au bled, posez-vous les bonnes questions. Déjà, ce besoin de rentrer, est-ce que ça vient d'une pression qu'on vous met? Est-ce que vos parents vous mettent la pression, votre famille vous met la pression? Ou juste vous pensez que c'est une obligation que vous avez envers la société? Ce qui n'est pas le cas en fait. Quand tu rentres pour toi, hein, tu rentres pas pour les autres. Donc, faut se poser cette question. Faut aussi beaucoup réfléchir à qu'est-ce qu'on va y trouver ici, dans quelles circonstances on va déménager, dans quelles circonstances on va aménager ici. Faut se demander si on a ce qu'il faut, si on est prêt financièrement, si on est prêt mentalement à se réajuster à la vie ici. Est-ce qu'on est prêt mentalement aussi à revivre chez nos parents? Des fois, c'est pas les parents, c'est un autre membre de la famille. Faudra être prêt, faudra anticiper. Ça va peut-être impacter vos relations familiales d'une manière que vous n'anticipiez pas, bonne ou mauvaise. Ce sera à vous après de définir les limites dont vous avez besoin pour vivre en paix, l'entourage dont vous aurez besoin pour vivre en paix. Il faut aussi être capable de s'investir dans la communauté. Ça, c'est un facteur non négligeable. En fait, tu ne peux pas venir t'installer, t'attendre à ce que les gens fassent tout pour toi et toi, tu n'investis pas pour les autres. Il faut que tu investisses pour les autres. Tu investis ton temps, tu investis ton argent des fois, tu rends des services et tout. Enfin, il faut en fait. Parce qu'on a de la chance ici qu'on n'est pas encore trop individualiste comme en Europe. Même si c'est en train d'arriver à Mayotte, hein, qu'on se dise les choses. Mais moi, le Mayotte que je connais aujourd'hui, il est quand même vivable. On peut toujours parler de communauté. Donc rejoignez les initiatives communautaires.
Essayez de contribuer à la communauté autant que possible. Ça sert à rien de revenir ici pour vivre dans son coin. Franchement, je vous le dis tout de suite, vous allez mal vivre. Vous allez mal vivre. Et au niveau professionnel, demandez-vous ce que vous avez à gagner ici. Est-ce que vous allez pouvoir évoluer? Est-ce que ça pourra est-ce que ça pourra rentrer dans vos objectifs de carrière? Est-ce que vous allez pouvoir envisager une certaine réussite professionnelle ou en tout cas un accomplissement professionnel? Tout ça, faut se demander. Et bien sûr, il y a toujours des opportunités de recommencer autre part. Moi, l'entreprise dans laquelle je suis, ça se passe bien. Demain, je peux être amenée à aller bosser autre part parce que j'ai trouvé mon bonheur ailleurs ou parce que mes perspectives de carrière, elles sont plus intéressantes ailleurs. Et c'est normal. C'est comme en Europe. Hein. Vous êtes pas parce que tout le monde bosse au conseil départemental que vous allez devoir bosser au conseil départemental. Hein. Il y a d'autres services publics, il y a d'autres services privés. Enfin, trouvez ce qui vous ressemble. Et je pense que c'est tout. Je pense que j'ai tout dit. Si vous réfléchissez en tout cas à cette transition, prenez une décision informée. Aussi, avant de vous quitter, les personnes qui sont rentrées ou qui sont en pleine réflexion par rapport au retour à Mayotte ou au bled de manière générale, j'aimerais bien entendre vos peurs, vos inquiétudes qui vous bloquent en fait, qui vous empêchent de prendre cette décision. Est-ce que c'est des inquiétudes qui sont gérables, qui sont compréhensibles, ou alors c'est juste dans votre tête? Ou alors est-ce que c'est parce que vous vous rendez pas compte de ce que vous allez y retrouver? Enfin, je sais pas. J'aimerais bien entendre comment ça se passe. Et pour les personnes qui sont rentrées aussi, j'aimerais bien savoir comment ça s'est passé pour vous, quelles ont été vos difficultés, qu'est-ce qui au contraire vous a agréablement surpris, qu'est-ce que vous avez aimé vivre et pourquoi vous êtes encore là ou pourquoi est-ce que vous réfléchissez à partir, j'en sais rien. Voilà, j'aimerais bien entendre vos retours. Moi, je pense que je vais m'arrêter là parce que ma voix, vraiment, c'est pas ce que j'aurais aimé sortir, mais j'avais besoin d'avoir cette conversation maintenant pour qu'on puisse avancer sur d'autres sujets dans le podcast. On se retrouve pour le prochain épisode très très vite. D'ici là, prenez soin de vous. À très bientôt.